23h à Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans cette dernière heure de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. À la une, ce 1er février 2018, l'audience accordée par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, au groupe bancaire UBA. Le groupe se dit prêt à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers l'émergence. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est à Dakar, la capitale sénégalaise, depuis maintenant quelques heures pour prendre part à la conférence sur le financement du partenariat mondial pour l'éducation. À son arrivée, Amadou Gon Coulibaly a été accueilli par le Premier ministre sénégalais et le ministre des Forces armées. Un millier de mineurs bloqués depuis mercredi soir dans une mine d'or en Afrique du Sud. La mine de Béatrix, située près de la ville de Welcome, c'est au sud-ouest de Johannesburg. Ils ont été victimes d'une panne d'électricité. Et comme je vous le disais tantôt, à la une ce soir, l'audience accordée par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, au groupe bancaire UBA. Le groupe se dit prêt à accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers l'émergence. C'est ce que nous disent Mahama Traoré et Viviane Aïma. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a été choisie cette année pour abriter le sommet annuel Afrique francophone et lusophone du groupe UBA, United Bank for Africa. Un choix qui traduit la confiance de cette banque panafricaine en l'économie ivoirienne. D'ailleurs, cette confiance se verra renforcée avec la volonté du groupe d'accroître ses investissements sur le marché ivoirien. Une délégation du groupe, conduite par son directeur général Afrique, Kennedy Uzoka, a confié au vice-président Daniel Kablan-Duncan cette ambition. UBA en Côte d'Ivoire est l'une des opérations les plus profitables du groupe. Nous croyons aux perspectives de la Côte d'Ivoire. Nous comptons bien sûr continuer, parce que nous le faisons déjà. Nous participons aux projets de développement dans les secteurs de l'énergie, des infrastructures, des télécoms. Et donc nous continuons les discussions que nous avons eues avec le vice-président, M. Kablan-Duncan, nous rassure sur le fait que nous sommes sur la bonne voie et allons continuer cette collaboration. Présent dans 19 pays africains, ainsi qu'aux États-Unis, en France et en Angleterre, UBA compte à ce jour plus de 20 millions de clients à travers le monde et un total bilan de 25 milliards de dollars. Installé en Côte d'Ivoire depuis 2008, le groupe compte 11 agences et affiche un total bilan de 200 milliards de francs CFA. Et on poursuit en image avec le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui est à Dakar, la capitale sénégalaise, depuis maintenant quelques heures pour prendre part à la conférence sur le financement du partenariat mondial pour l'éducation. À son arrivée, Amadou Gon Coulibaly a été accueilli par le Premier ministre sénégalais et le ministre des Forces armées du Sénégal. La conférence sur le financement du partenariat mondial pour l'éducation va plancher sur la levée d'un peu plus de 3 milliards de dollars pour donc financer les plans d'éducation dans 87 pays en développement. Notez que le Premier ministre ivoirien représente au Sénégal le président de la République, Alassane Ouattara. Ici, en Côte d'Ivoire, le ministre des Infrastructures économiques, Amadé Kouakou Kofi, annonce une réhabilitation générale de la voirie à la Riviera, c'est dans la commune de Cocody. Amédée Kouakou a effectué justement ce jeudi une visite de chantier. Notez que l'opération s'inscrit dans le cadre des travaux de réhabilitation de la voirie dans tout le district d'Abidjan. Riviera Palmeraie dans la commune de Cocody. Des engins tournant à plein régime. Nous sommes sur le chantier de réhabilitation de la rue Ministre, une voie connue pour ses récurrentes inondations en temps de pluie. Rue Ministre, moi ça me fait honte. Il n'y a pas de voie ici quand il pleut. On a acheté le terrain avec les grands travaux, avec toutes les commodités. On a été surpris par les eaux pluviales qui ont dégradé donc la rue, qui était une rue d'excellence qu'on appelait la rue Ministre. En visite sur le chantier, le ministre des Infrastructures économiques, Amédée Kouakou Kofi, donne les raisons de la dégradation de cette voie. Il y a beaucoup d'immeubles qui ont été construits et ces immeubles-là n'ont pas mis de réseau d'assainissement chez eux. Ils ont branché carrément toutes leurs eaux usées sur les canalisations, ce qui est inacceptable.
Cette indiscipline notoire crée des problèmes importants à la chaussée. Amédée Kwaku Kofi annonce des mesures vigoureuses pour mettre fin à ces occupations illégales. Ceux qui ont construit dans les emprises, on va les enlever, on va enlever leur maison. Parce qu'ils n'ont pas le droit de construire dans ces emprises, ce n'est pas leur terrain à eux. Une action à laquelle les autorités municipales ont promis de s'associer. Avec le ministre, nous allons nous mettre dès maintenant sur le terrain. Il y a des barrières qu'on va casser, il y a des maisons. On va l'envoyer des mises en demeure parce qu'il ne peut pas être là. Ce sont des zones où il ne devait pas construire. Les populations, elles attendent que l'acte soit joint à la parole. Je souhaite qu'au-delà des discours, que M. le ministre puisse concrétiser cela par les actes. Nous attendons les travaux et qu'on attend le ministre à pied d'œuvre pour que vraiment dans 2 à 3 semaines, il puisse déployer son équipe sur le terrain. Avant la rue ministre, Amédée Kwaku Kofi a visité les chantiers de 2 autres ouvrages routiers en cours de construction à la Riviera. Toujours en insistant sur la nécessité de libérer les emprises des voies afin de garantir à la population des ouvrages de qualité. Un reportage signé Jean-Louis Gbangbo. 1,310 milliards de francs CFA pour financer le budget de l'État en 2018. C'est l'objectif que se fixe la Direction générale du Trésor public. Pour donc arriver à ces fins, eh bien, la direction est en ce moment en conclave à Yamoussoukro. On y va tout de suite avec Francis Boifo. Je suis heureux de constater à l'heure du bilan que la gestion 2017 a été globalement satisfaisante dans le cadre de la contribution du Trésor public à l'atteinte des objectifs du gouvernement. Le ministre de l'Économie et des Finances a des raisons de féliciter les agents du Trésor public. Les ressources mobilisées sur le marché des capitaux s'élèvent à 1 348,8 milliards sur un objectif budgétaire de 1 296,8 milliards, soit une plus-value de 51,9 milliards. Le recouvrement des recettes fiscales et non fiscales a été conduit de façon performante avec un taux de réalisation de 102,3%. Il n'y a pas eu d'accumulation d'arriérés au titre de la dette extérieure et la dette financière. Quant à la dette fournisseur, elle a été contenue en dessous de la maturité de 90 jours. Ces résultats encourageants ne devraient pas nous incliner à l'autosatisfaction. Parce que les priorités sont nombreuses cette année, dit le ministre Adama Kone. Il s'agira pour le Trésor public d'assurer le financement effectif du budget en atteignant l'objectif de mobilisation des 1 310 milliards de francs CFA sur les marchés monétaires et financiers. C'est le lieu pour moi d'insister sur la nécessité pour les comptables publics d'engager les actions nécessaires pour assurer le recouvrement effectif des recettes, garantir l'inviolabilité des deniers publics en veillant à ramener toutes les ressources dans les caisses de l'État. Ce séminaire bilan de Yamoussoukro devrait s'achever par la remise de nouvelles feuilles de route aux responsables de service. On poursuit en images. 25 ministres africains en charge des questions environnementales séjournent en ce moment en Côte d'Ivoire, ce donc depuis mardi dernier dans le cadre de la conférence des parties dite COP2 qui se tenait donc ici même à Abidjan. La cérémonie de clôture a eu lieu ce soir, cérémonie marquée par l'engagement de tous les pays africains à œuvrer pour un continent sans pollution. Le compte-rendu de Grace Kando dans nos prochaines éditions. Mais avant, toujours avec Grace Kando, on évoque l'affaire Probo Kuala. 12 ans après le déversement de déchets toxiques à Abidjan, les résultats d'un audit ont été livrés. Depuis 2006, pour arriver à l'heure là, on fait des papiers seulement, rien ne marche. On ne nous donne pas l'argent. À part de ceux qui nous aident à faire papier là, c'est eux qui nous donnent un peu. En tout cas, on souffre. Je suis tombé malade. Bon, en fonction de ça, les analyses ont prouvé que c'était les déchets, suite au déversement des déchets toxiques. Donc jusque-là, bon, rien n'est fait encore, nous ne sommes pas encore indemnisés jusqu'à ce jour d'aujourd'hui. Herman est l'une des victimes des déchets toxiques déversés par le Probo Kuala en 2006. Tout comme lui, Amoué en a fait les frais. Selon des spécialistes de l'environnement, les règles régissant le transfert des déchets polluants d'un pays à un autre n'ont pas été respectées. Il est exigé à tout projet qui a un impact sur l'environnement de faire une étude d'impact environnemental et social. Dans le cas du Probo Kuala, pour pouvoir transférer ces déchets d'un État à un autre,
il y a le secrétariat de la Convention de Bâle qui met en place un dispositif réglementaire pour que ce transfert de déchets d'un pays à un autre se fasse dans les conditions requises en vue de protéger l'environnement et la santé humaine. L'on enregistre plus de 500 000 victimes des déchets toxiques du Probo Kuala. À ce jour, seulement 29 600 ont été indemnisés. Sur ces 29 600 victimes, et 6 000 malheureusement ont vu leur indemnité détournée. La plus grande partie des victimes est en attente d'être indemnisées. Se sont donc organisés en plusieurs organisations. Aujourd'hui, nous sommes en une union qui a esté en justice à Amsterdam. Le pollueur fait beaucoup de diversions autour de la question. Ils ont demandé au juge de juger la recevabilité de la plainte. Et une décision à cet effet devait tomber courant ce mois de janvier. La juge a reporté la décision pour le 7 mars prochain. 500 tonnes de déchets toxiques déchargés à Abidjan par le cargo Probo Kuala en 2006. Des déchets de résidus de pétrole qui ont causé la mort de 17 personnes et empoisonné des milliers d'autres selon l'ONU Environnement. 12 ans après le déversement de ces déchets toxiques, un audit des sites affectés a été réalisé. Nous sommes allés sur 18 sites qu'on a considérés comme étant affectés. Donc il y avait les sites de déversement originels et d'autres sites qu'on pouvait imaginer avoir été touchés plus indirectement par les déchets. Nous nous sommes rendus sur ces sites et nous avons pris des échantillons de sol, d'eau souterraine, d'eau de surface, de sédiments, d'air et de fruits et légumes que nous avons ensuite fait analyser dans des laboratoires accrédités au plan international, 3 laboratoires en Europe et sur lesquels nous avons ensuite tiré les conclusions qui s'imposaient. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on ne recense plus de contamination environnementale sur ces sites-là. Des recommandations ont été faites pour que le gouvernement puisse voir vraiment comment rassurer complètement les populations quant à la lutte contre la pollution. L'autre chose aussi que l'audit recommande, c'est qu'en plus des sites encore à évaluer qui ne soient pas en liaison avec Probo Kuala, il est important aussi de voir l'impact sur la santé humaine est encore là et de prendre des dispositions qu'il faut. Au cours de l'étude réalisée par les experts de l'ONU Environnement, d'autres sites de pollution ont été découverts à Akwedo, Koumassi et Aboville. Ces pollutions ne sont pas liées au déversement des déchets toxiques par le Probo Kuala. Ce sont des déchets industriels, ceux provenant de la décharge et le maïs génétiquement modifié. Le gouvernement avait déjà entrepris des initiatives. Akwedo sera fermé, traité, dépollué et un projet écologique pourra être réalisé sur ces sites. En ce qui concerne Erimakoudjé, un processus est en cours et bientôt l'activité de traitement de ce site sera totalement achevée. En ce qui concerne la commune de Koumassi, 2 problèmes se posent à nous. L'un qui est lié donc à la présence d'une zone industrielle, donc l'encadrement de l'activité de gestion des déchets issus de ces entreprises se fait par le CIAPOL. Un mécanisme également est en cours en liaison avec le ministère de l'Industrie. Et là où je pense que nous sommes pratiquement assez bien avancés. L'autre problème, c'est la question de l'assainissement de Koumassi qui s'inscrit dans le cadre global du programme d'amélioration du système d'assainissement d'Abidjan. Et cela aussi, vous le suivez à travers les activités du ministère de la Construction et de l'Urbanisme, est pris en main par le ministre de l'Urbanisme. En ce qui concerne le rapport sur l'audit des déchets toxiques, le gouvernement procédera à la mise en place d'un comité de veille afin de suivre les recommandations faites par l'ONU Environnement. Voilà, et rappelons que la COP2, qui réunissait justement 25 ministres africains en charge des questions environnementales, ici même à Abidjan, a pris fin ce soir. Nous en parlerons
justement dans nos prochaines éditions avec Grace Kando. L'administration agricole passe l'année 2017 en revue. Vous le voyez sur ces images. Directeurs centraux, régionaux, départementaux ont répondu à l'appel du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Coulibaly Sangafoa. À l'ordre du jour de cette réunion, le bilan de l'année écoulée, mais surtout l'élaboration de la feuille de route pour l'année 2018. Le conseil du coton Anacad équipe plusieurs pépiniéristes avant donc de recevoir leur kit pour une meilleure production. 18 d'entre eux ont été formés. C'était à l'initiative du PESAC. Les explications de Noël Niagno. L'Anacad, une des références agricoles de la Côte d'Ivoire, premier producteur et exportateur mondial avec 711 236 tonnes pour 2017. Pour cette production, 1 375 000 hectares de terres sont mis à contribution pour une productivité de l'ordre de 300 kg à l'hectare contre 1000 kg à l'hectare en Asie. Que faire pour mettre les producteurs ivoiriens au niveau des performances de productivité en Asie, c'est-à-dire produire beaucoup et mieux sur un espace réduit? Une solution unique, améliorer le matériel végétal, c'est-à-dire les semences, qui pèsent pour 30% dans la productivité agricole. Avec l'appui du PESAC, projet d'appui du secteur agricole financé par la Banque mondiale, des pépiniéristes au nombre de 18 et 36 greffeurs recrutés après appel à candidature ont été formés aux techniques de conduite des pépinières. Ils sont désormais opérationnels parce qu'ils ont appris à pêcher et à bien pêcher. Il faut leur donner les premiers outils de leur performance, des kits de matériel d'installation. Ils sont composés de 3 lots, du matériel d'installation, des kits d'irrigation, enfin des produits phytosanitaires. Rendre visible cette opération a nécessité la mobilisation de toutes les parties prenantes, les dirigeants du conseil coton Anacad, ceux du PESAC, les pépiniéristes eux-mêmes, des producteurs des 18 zones. Une mobilisation chargée de sens. Nous sommes dans une logique, une dynamique de rendre la filière performante en termes de rendement, de la rendre performante en termes de revenus pour le producteur, parce que lorsque vous devrez donc vous pouvez avoir la même production sur une superficie réduite, alors vos efforts physiques sont réduits et vous êtes plus à l'aise, vous êtes plus à même de mener d'autres activités et en même temps vous augmentez vos recettes parce que vous avez fait moins d'efforts pour avoir, j'allais dire, un rendement supérieur à ce que vous avez. En plus de ces équipements, ils ont à leur disposition 9 parcs à bois dans 10 capitales régionales telles Tanda, Ferké, Bouna, Yamsokro, Beoumi et Séguéla. Je vous invite à présent à découvrir l'Atoupou. C'est une spécialité du peuple abouré, ressortissant donc de Bonois. C'est dans la région du Sud Komoué, à une vingtaine de kilomètres de Grand Bassam. Godefroy Okambawa a rencontré pour vous les productrices de cette spécialité à base de sémoule de manioc. Regardez. Reconnue pour son popo carnaval, la ville de Bonois regorge d'énormes potentialités. L'une d'entre elles, la production de l'Atoupou. Une sémoule fabriquée à base de manioc, spécialité locale. Depuis nos ancêtres, nous ont toujours dit que le manioc de Bonois, il est particulier. Et nous avons fait l'effort de le constater quand nous sommes passés ici les premières fois. Et je peux vous assurer que le manioc de Bonois, il est vraiment de qualité. Un tour dans l'univers des productrices d'Atoupou. La journée débute habituellement par l'épluchage du manioc qui sera ensuite broyé pour obtenir une farine. Je commence à 11h30, à 19h30, je ferme. Mais par jour, je peux piler moins 2000, 3000 kg. Plusieurs heures pour fabriquer cette sémoule, malheureusement invendue. Nous faisons Atoupou pour livrer sur Abidjan. Mais quand on va à Abidjan, on ne trouve pas de bons clients. Quand ils prennent, pour payer, mais c'est difficile. Pour piler, là, on n'a pas de machine. Parce que souvent, on vient, c'est fermé, on souffre. Donc, on n'a pas de machine pour piler, on n'a pas de machine pour presser. Donc, on a un problème de machine pour piler et presser et le transport. Donc, ça fait que marchandises, on fait ça. Il y a manioc ici, à Bonois, il y a manioc. On fait à Toukou, mais il n'y a pas de voiture pour aller à Abidjan. Autre difficulté majeure, la clientèle. Obligé donc de se précipiter sur la chaussée pour épater le premier venu.
Des risques pour obtenir entre 5 et 10 000 francs CFA par semaine. Mais en attendant l'augmentation de leurs revenus, l'objectif de ces femmes reste la promotion de l'Atoukou. Médine, Bonois. De retour de Bonois, on parle politique à présent. Le secrétaire général délégué du Rassemblement des Républicains, Maurice Kwaku Bandama, était en tournée récemment dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire, tournée de sensibilisation et de mobilisation en vue des échéances électorales prochaines. On fait le point avec Michel Digré. Maurice Kwaku Bandama au contact des militants RDR de Yopougon. Au cœur du meeting, la vie du parti. Pour le secrétaire général délégué du RDR, le parti à la case verte est déterminé à jouer les premiers rôles dans l'arène politique en Côte d'Ivoire. Le RDR ne peut pas s'arrêter. Le RDR est en mouvement. Le RDR est en marche. Le RDR est prêt à encore aller devant, toujours loin, pour le bien de la Côte d'Ivoire. À Bongouanou comme à Tahabo, c'est le même message lancé par Maurice Bandama, qui a par ailleurs invité tous les cadres du RHDP à consolider l'alliance dans la perspective des élections générales à venir. Le PDCI RDA mobilise également ses militants à Sifié, dans la région du Ouorodougou. Une rencontre des secrétaires de section du parti a eu lieu récemment, rencontre suivie pour vous par Konaté Ngana. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, mobilise ses militants de la sous-préfecture de Sifié dans la région de Séguéla. Comme message important laissé aux militants, la cohésion et l'unité autour du président du parti. Le maire de Sifié, Meïté Anliou, a demandé aux responsables locaux du parti d'investir le terrain afin de sensibiliser les militants à adhérer massivement à la révision de la liste électorale dont l'opération sera bientôt lancée. Le message dont nous sommes porteurs, c'est de mobiliser nos militants, c'est de mobiliser la population pour participer à cette opération d'identification pour qu'effectivement, ils puissent porter leur choix sur les enfants qu'ils pensent qu'ils peuvent être porteurs de bonheur. C'est un message qui nous met en mission, surtout aller vers les nouveaux électeurs, à la conquête de ces jeunes-là pour les futures échéances, afin que 2020 soit toujours l'année du RHDP. En ce qui concerne les élections à venir, le vice-président Ladji Bakayoko a recommandé, comme le souhaite la haute direction, que celle-ci se fasse dans le cadre du RHDP, de sorte à consolider la position de ce groupement politique. Et on évoque à présent cet accord de partenariat entre l'EDS et l'URD. L'EDS, entendez, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, et l'URD, Union républicaine pour la démocratie, et qui ont donc décidé de s'unir pour des intérêts communs. On fait le point avec Moussa Konaté. Ils partagent les mêmes objectifs. Ils décident donc de faire chemin ensemble. L'Union républicaine pour la démocratie, URD, et la plateforme EDS, Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, s'unissent pour fédérer leur stratégie de conquête du pouvoir. La collaboration entre les deux groupements politiques se matérialise par cette signature d'accord de partenariat. C'est d'un côté un ensemble et de l'autre côté une union qui deviennent partenaires. Dans la forme, un ensemble est une union, ce qui signifie que nous sommes depuis toujours identiques dans notre constitution. Dans le fond, il suffit de regarder nos objets, nos raisons sociales, pour comprendre que nous avons en commun notre engagement pour la démocratie. Il restait donc à nouer ce partenariat pour encadrer nos actions et nous avons bien fait. Aujourd'hui, plus que jamais, nous, partis de l'opposition qui partageons le même idéal, le même combat pour le rétablissement de la justice, de la vérité et de la démocratie, devons fédérer nos forces pour surmonter les défis qui se présentent à nous. Et je ne doute pas un seul instant qu'au-delà de nos diversités et de nos particularismes, cet accord de partenariat que nous venons de signer sera un levier puissant pour faire entendre nos voix. Daniel Boni-Claveri précise, cet accord de partenariat n'est pas une adhésion de l'URD à la plateforme EDS.
Fondée en avril 2017, la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté réunit des mouvements et associations et 4 partis politiques de l'opposition. Et le volet sécurité qui nous conduit au fonds de prévoyance de la police nationale, le fonds de prévoyance de la police nationale qui donc examine le projet de réforme des prestations sociales. C'est avec Abou Sanogo qu'on en parle. Les délégués des souscripteurs du Fonds de prévoyance de la police nationale réunis pour examiner le projet de réforme du régime des prestations sociales, celui des produits facultatifs et surtout le nouveau produit Fonds de prévoyance de la police nationale Santé Plus. Selon les différents délégués, les tests adoptés en 2000 sont aujourd'hui caducs conformément aux nouvelles dispositions des tests des mutualistes de l'UEMOA. Cette rencontre vient permettre aux fonctionnaires de police souscripteurs et à ses ayants droit de bénéficier des avantages liés aux nouvelles dispositions. Il s'agit de s'arrêter, regarder un peu la marche de notre structure, l'adapter donc aux réalités des policiers, aux vœux et aux souhaits des policiers quant à la prise en charge médicale. La santé elle-même dans son financement est déficitaire. Donc il nous appartient de régler cette question par l'introduction du ticket modérateur. Nous sommes pratiquement la seule mutuelle qui fait du 100% dans la prise en charge. Vous prenez par exemple un policier qui cotise et qui a dans nos livres pratiquement 17 millions, mais qui a des difficultés et qui veut racheter une partie de son épargne pour pouvoir régler ses problèmes. Les tests en l'état actuel ne lui permettent pas de le faire. C'est difficile. Donc les tests que nous avons proposés, n'est-ce pas, vont permettre de régler ce problème. Le Fonds de prévoyance de la police nationale demande un appui de l'État pour une concession de services publics matérialisée par une subvention à hauteur d'1 milliard de francs CFA pour prendre en charge les fonctionnaires de police malades en service et les blessés en service commandé. Le tour de l'actualité internationale nous conduit ce soir en Afrique du Sud, au Nigeria et à Bruxelles. On retrouve Abou Sanogo pour faire le point. Un total de 950 mineurs étaient bloqués sous terre ce jeudi dans une mine d'or en Afrique du Sud à la suite d'une coupure d'électricité provoquée par une tempête, a annoncé la compagnie propriétaire de la mine, assurant qu'il semblait en bonne santé. Un attentat suicide a fait 4 morts mercredi dans un camp pour personnes déplacées dans la ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, ont indiqué les services de secours qui soupçonnent les groupes djihadistes Boko Haram. Le kamikaze a escaladé la clôture du camp de Dalori, dans les environs de la ville vers 20h15, soit à 19h15 GMT, et a fait exploser sa bombe parmi les personnes déplacées. Salah Abdel-Salam, seul survivant des commandos djihadistes qui ont attaqué Paris le 13 novembre 2015, comparaît pour la première fois publiquement à partir de lundi à Bruxelles pour sa participation présumée à une fusillade avec des policiers à la fin de sa cavale en mars 2016. Ce procès, initialement prévu en décembre, est très attendu pour évaluer à quel point Salah Abdel-Salam est prêt à collaborer avec la justice, alors qu'il est resté mutique devant les enquêteurs tout au long de ces 21 mois d'incarcération en France. Peintre au parcours atypique, Aya Nda n'a pas fait l'école des beaux-arts, mais plutôt des études de médecine. Ce soir, c'est cette franco-ivoirienne qui vit en Guadeloupe que je vous propose de découvrir pour ce qui concerne la page culture. Quand les émotions s'entremêlent, la peinture comme exutoire, le rouge pour la colère, le bleu, puis le jaune pour l'apaisement. Du contraste de couleurs à la contrariété des sentiments, un pas franchi exprimé à travers cette exposition, appelée d'ailleurs contrariété. Un savant fourre-tout avec des motifs de tissus africains, des images, des bouts de phrases ou des articles de presse. J'ai travaillé sur le mot contrariété et ses synonymes, j'en ai trouvé à peu près 42 dans la langue française et je les ai appliqués sur différentes séries de toiles, ces synonymes, et j'ai essayé de les contrer, de les conjurer avec des couleurs chatoyantes ou alors avec des symboles textiles que j'ai retrouvés dans les adinkras. Ce sont des tissus de la région d'Afrique de l'Ouest où je suis issue. Ce sont des tissus produits par le groupe ethnique Akan qu'on retrouve au Ghana et en Côte d'Ivoire. Si sa technique a un air de pointu,
c'est que Aya, artiste d'origine ivoirienne, arrivée à Pointe-à-Pitre, à Guadeloupe, il y a 2 ans, a travaillé comme anesthésiste à l'hôpital. Mais l'art, elle l'a découvert dans l'atelier d'un plasticien guadeloupéen. La lecture de ces œuvres détient une profondeur, mais on va chercher effectivement à la fois comment c'est fait, comment les éléments aussi divers que la tradition africaine ou que les pratiques des plasticiens contemporains peuvent s'associer. Les yeux ouverts sur les mots. Et cette toile pour traduire ces mots, ces contrariétés. La jeune dame, peintre et médecin, comme l'a écrit le journaliste culturel Serge Billet à son sujet, en substance, éveille avec l'art sa sensibilité endormie par l'anesthésie, de véritables contrariétés. Voilà un reportage de Franck Quadio qui met un terme à ce journal. Merci à toute l'équipe technique et merci à vous de nous avoir suivis.